Mississippi. Malgré la fin de l'esclavage, on continue de chanter la lamentation, le labeur, la confusion. Les démons sont vêtus de bleu et depuis quelques années on leur a dédié cette couleur en musique. Démons bleus et idées noires sont les recettes de cette étrange sonorité qui brouille les frontières entre la joie et la tristesse, comme on brouille l'oreille entre les accords majeurs ou mineurs. On ne sait plus où donner de la tête. Le blues nous donne envie de tout et de rien. À cette époque, c'est essentiellement les Noirs américains qui jouent de cette musique et commencent à attirer l'attention des Blancs. Et en cette année 1937, il y a dans un bar de Greenwood l'un des plus grands joueurs de blues de son temps, Robert Johnson. Il impressionne par son aisance à la guitare. Il semble faire qu'un avec son instrument. Il déchaîne les femmes, provoque la jalousie de leur mari. Et on dit de lui qu'il aurait vendu son âme au diable pour savoir jouer comme un dieu. C'est peut-être vrai. Il ne le saura jamais, mais par son nom, il influencera des milliers de guitaristes à travers le monde. À 27 ans, tout semble lui sourire et tout s'enchaîne vite. L'alcool, la déprime, la débauche. Il n'a pas le temps de voir tout ça venir. Il n'a pas le temps de lutter contre les démons qui le poursuivent. L'heure file pour Robert Johnson. Minuit sonne à peine qu'on le retrouve mort, un matin, au beau milieu de sa gloire. Tous les théories fusent. L'assassinat, l'empoisonnement, la crise cardiaque. Et il se pourrait même que le diable soit venu récupérer son dieu. Son destin ne sera pas unique. Nous faisons un saut dans le temps. En 1966, le rock'n'roll d'Elvis Presley commence déjà à appartenir au passé. Une nouvelle révolution est en marche. Elle est sexuelle, rebelle, et elle s'aventure dans des voyages psychédéliques. Au Central London Polytechnic, un concert de crime se joue. Le leader, Eric Clapton, celui que beaucoup appelaient alors le dieu de la guitare, joue un blues électrique et planant. Pendant ce temps-là, dans les rues de Londres, un jeune Américain timide, fraîchement arrivé se balade. Sa guitare à la main et déjà de nombreux mois de galère derrière lui. Même après avoir joué pour Little Richard, Ike et Tina Turner, il est toujours à la case départ, et il erre dans la ville. L'Américain assiste au concert de Clapton, qu'il admire énormément. Il ose demander à jouer avec son idole, prêt à montrer de quoi il est capable. Plutôt courageux le gamin. Clapton le fait venir sur scène sans se douter un seul instant que le jeune Jimi Hendrix allait révolutionner la guitare sous ses yeux. Ses rythmiques complexes, ses solos rapides, fluides et constamment novateurs provoquent un électrochoc dans le public et aux autres musiciens présents. Hors de question de se contenter de ce qui a déjà été fait. Hors de question que le son reste calme, bas et plat. L'improvisation est constante. Il faut pousser les potards, complexifier le son, repousser les limites de ce qu'on peut faire sur un instrument. Il n'a aucune timidité quand il est sur scène. Son audace semble sans fin. Il est inarrêtable. Clapton finit par quitter la scène, laissant le nouveau venu prendre sa place. La tornade Hendrix frappa vite et fort. Comme Robert Johnson, il commença sa carrière d'une manière fulgurante. Il sort de nulle part et personne ne comprend comment on peut jouer d'un instrument comme ça. Ce Jimi Hendrix Experience a déferlé comme une tempête dans le monde de la musique. Après une année 1967 qui a vu naître 2 albums novateurs et ponctués par plus de 200 concerts, on tourne au rythme de la drogue et des somnifères. L'une pour rester éveillé, l'autre pour réussir à décrocher. Le succès ne diminue pas. Il faut vite faire un nouvel album. Cette fois, il part pour créer son chef-d'œuvre, son grand aboutissement. Le projet est ambitieux. Créer une grande alchimie avec le chaos musical le plus total et surtout, il veut créer la musique exactement comme il l'entend dans sa tête. Des vingtaines de musiciens devront l'accompagner et former une grande fusion de réflexion et de recherche. Il s'agit ici de créer un mouvement bohème et gitan, ce qu'il appellera lui-même « A Band of Gypsies ». Avec une aspiration aussi folle, on attend forcément de lui un chef-d'œuvre, lui qu'on voyait déjà comme le vrai visionnaire de la guitare. Sur les épaules du jeune homme au caractère si doux reposaient de grandes angoisses. Le petit génie au sourire enjoliveur a du mal à gérer cette charge, et en parallèle des enregistrements, les concerts continuent de défiler à toute vitesse. Avec son foisonnement de musiciens, le studio devient vite plein à craquer, d'autant que l'album prend énormément de temps à être conçu.
Jimmy n'osait dire non à personne, au point qu'il finissait souvent submergé. L'ambiance devient extrêmement tendue entre le producteur, Chas Chandler, et Jimmy. Les deux hommes parviennent difficilement à s'entendre. Les tensions s'accumulent également avec le bassiste, Noel Redding, que Jimmy finit par remplacer sur certains morceaux. Redding ne supporte plus ses coups de tête. Jimmy change constamment le set des morceaux en plein milieu concert et il commence à minimiser sa place dans la création, au point de souvent le remplacer à la basse. Les longues sessions d'enregistrement improvisées sans réelle structure ni direction irritent de plus en plus Redding en même temps qu'elle laisse insatisfaite le guitariste. Jimmy, connu pour son perfectionnisme maladif, recommence encore et encore tous les morceaux jusqu'à obtenir la bonne prise, au point de rendre fou ses partenaires de jeu. Le 7 mars, pendant une de ses soirées, une autre grande star du moment s'invite à ses côtés sans vraiment demander la permission. Ce soir-là, un Jim Morrison complètement ivre oblige Jimmy à jouer avec lui. Le charismatique leader des Doors, le poète maudit face au génie de la guitare. La jam s'éternise. Morrison commence à s'effondrer et à gueuler des propos sans queue ni tête pendant que Jimmy essaye de tenir la barre autant que possible, avant de devoir finalement lâcher l'affaire. Ces deux génies jouent dans deux mondes différents qui ne communiquent pas. Ni le rock, ni le blues ne les concilient. Les deux hommes auront de nouveau l'occasion de se rencontrer avant de devoir suivre la même fin. Et la fin qui les attend portera sur son passage un autre grand nom de l'année 1968, un nom tombé en disgrâce. Parmi les 20 musiciens invités au studio, Jimmy avait appelé son ami, Brian Jones, fondateur des Rolling Stones, pour jouer de l'orgue sur How Long the Watchtower. Ce devait être une grande collaboration entre les deux génies et chercheurs de la musique, un point de rencontre entre deux novateurs. Car si Hendrix était un chercheur de la guitare et du son, Jones était un découvreur d'instruments. Il pouvait embellir n'importe quel morceau en y apportant une sonorité venue d'Afrique ou d'Asie. La collaboration entre les deux hommes devait être unique, et Jimmy comptait sur l'incroyable capacité de Jones à sublimer n'importe quel morceau. Jones était tombé dans une période de délabrement total. Ruiné par les drogues, de plus en plus absentéiste, évincé du groupe qu'il avait lui-même créé, il finissait par ne plus pouvoir jouer avec quiconque. Et il ne réussit pas à faire l'orgue pour Jimmy. Gêné au possible par cette performance désastreuse, il congédia Jones, qui s'endormit dans le studio. Et les deux hommes n'aboutiront jamais à rien. Depuis des mois, l'album patine. Chandler finit par lâcher l'affaire, épuisé par l'aventure Electric Ladyland, et Jimmy se retrouve libéré de toute contrainte. Il peut enfin étirer à volonté les prises, développer l'instrumental, laisser respirer ses nouveaux morceaux. Un nouveau champ de recherche s'offre à lui. Pour produire ces 16 nouveaux titres, Jimmy puise aussi loin que lui permet son imagination. Il ne laisse rien au hasard et transforme cet album en exploration de tout ce qui a fait sa musique jusqu'alors. Un passage par le blues avec Voodoo Child, un rock nerveux avec Crosstown Traffic, la reprise de son héros de la folk avec All Along the Watchtower, et il s'aventure sur des territoires expérimentaux avec 1983, son grand aboutissement. Une œuvre qu'il a écrite pour Cathy, sa muse. En cette période troublée de l'année 68, où les émeutes raciales, les manifestations anti-guerre, les assassinats sont légion, des paroles comme celles de 1983 donnent l'envie de disparaître de cette terre et d'explorer les profondeurs des océans, de s'imaginer dans un futur à la fois proche et lointain, un monde dans lequel on peut fuir la folie des hommes. Une ode à l'ailleurs qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Après presque un an de conception, Electric Ladyland sort et devient un carton absolu. À peine sorti de cette longue et éreintante aventure, l'expérience repart en session de tournée et d'enregistrement. On continue de tirer sur la corde, au point que les tensions atteignent leur comble à la tournée qui suit. Les rapports musclés entre Redding et Jimmy enveniment la progression du groupe. Une arrestation à Toronto pour la drogue le fera vivre dans la crainte, et le dernier concert de l'expérience se fera avec un public gazé par la police. Après leur dernier concert, Redding quitte le groupe, excédé par la conduite de Jimmy, et conduisant ainsi à la mort de l'expérience. L'attitude de Jimmy a considérablement changé depuis quelque temps. Il entre dans des crises de colère foudroyantes et Cathy commence à s'inquiéter de son changement de comportement. Le 3 juillet 1969,
Brian Jones est retrouvé mort dans sa piscine, à l'âge de 27 ans. Il incarnait la rockstar décadente, la rébellion de la jeunesse. Cette disparition avait entaché le monde du rock. Ces stars devaient rester éternellement jeunes, et Jones venait de quitter la Terre dans une spirale sans fin d'ennui, de drogue et de désastre, à l'instar de Robert Johnson. Les icônes aussi pouvaient disparaître dans la solitude et la misère. Peu après avoir présenté son nouveau groupe et une nouvelle musique en hommage, Jimmy décide de tout lâcher pour une poignée de jours et s'envole pour Marrakech, lieu fétiche de son ami disparu. L'occasion de faire un pèlerinage et d'abandonner un moment la vie stressante qu'il menait. Robert Johnson fut le premier, Brian Jones le second. 27 ans allait devenir un âge maudit et Jimmy en avait 26 à ce moment-là. L'été 69 s'annonçait sous un étrange auspice. Jimmy est appelé à jouer à Woodstock, et il a en tête de créer une super formation avec plus de percussionnistes, toujours dans l'idée qu'il avait sur Electric Ladyland de créer un véritable foisonnement de musiciens. Seulement, la formation n'avance pas assez vite, et les répètes ne sont pas assez satisfaisantes. L'idée de jouer à Woodstock commence à devenir une corvée à finir le plus vite possible. Personne n'est réellement convaincu, mais il faut bien le faire quand même. Le matin du dernier jour de Woodstock, la foule est bien moins présente qu'auparavant. Il fait très clair et les derniers spectateurs présents sont épuisés. Le show était annoncé pour minuit et c'est avec une dizaine d'heures de retard que la nouvelle formation foule la scène du concert de la paix. La tension palpite en Jimmy. Il sue à grosses gouttes après avoir passé la nuit à attendre dans une grange froide avec son groupe. Les musiciens sont déconnectés les uns des autres, à contretemps, et il n'y a que lui pour tenir le spectacle jusqu'au bout, et le concert dure trop longtemps. On lui dit qu'il doit achever en beauté un concert qui a ramené un demi-million de personnes, le plus grand rassemblement de son époque. Et alors vint l'hymne américain. Jimmy ne savait peut-être pas ce qui lui traversait la tête à ce moment-là. Le Vietnam, la drogue, la fatigue, les manifs, les femmes, les studios, tout était confus. Le son du patriotisme, des bombes, des cris, de la mort. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Tout le monde voudra des explications. C'est radical, diront les uns. C'est outrageux, diront les autres. Une parodie de l'hymne américain. Woodstock s'achevait et le public était foudroyé par la performance, laissant Jimmy exsangue et épuisé. Cette année 69, qui s'annonçait aussi intense que les autres, allait finir d'opérer un changement drastique chez lui. Depuis ses débuts à Londres, Cathy était toujours là pour avoir un mot doux et rassurer ce jeune homme si peu sûr de son talent. Son sourire charmant et ses attitudes si douces avaient su plaire à la jeune fille. Mais depuis quelque temps, le Jimmy qu'elle semblait connaître était en train de disparaître. Il était addict, lunaire, stressé, plus angoissé que jamais. Il semblait vieilli. Elle ne pouvait plus supporter cette pression. Elle lâche l'enfant du vaudou qui devient livré à lui-même, seul avec ses démons. L'un des grands malheurs de Jimmy était d'être rejeté par la communauté noire. Apolitique, jouant du blues et du jazz avec des blancs, il était interdit de jouer dans certaines salles de Harlem. Avec Buddy Miles et Billy Cox, Jimmy se rapproche davantage de la musique noire américaine et des influences soul et funk. Tout cela sous la houlette d'un manager réactionnaire et hostile envers ses nouveaux camarades de jeu. Cette fois, on joue pour le live, on ne reste plus enfermé dans les studios. Le perfectionnisme maladif de Jimmy laisse de nouveau place au génie improvisateur qu'il a toujours été. Band of Gypsies est formé et on lui met toujours autant de pression pour qu'il sorte un album. Contrairement à tout le travail fait sur Electric Ladyland, on casse les structures complexes. On trouve un riff, on s'y tient, et tout le monde improvise dessus. Chacun exprime ce qu'il lui chante, et on fait exploser la durée des morceaux autant que possible. Comme quand il jouait l'hymne américain, il explore le son des bombes et des mitrailleuses. Il sort de sa guitare des sons que personne n'avait jamais pu sortir. Il fait hurler les cordes et l'instrument devient politique. The Band enchaîne les concerts et Jimmy semble serein avec Miles et Cox. Une nouvelle harmonie fonctionne entre eux, mais son insatisfaction permanente devient plus difficile à vivre. Il devient ingérable, colérique, victime de nombreuses pressions qui l'empêchent de réfléchir tranquillement.
Entre la pression constante d'un album à faire ou le procès de Toronto pour la prise de drogue, Jimmy a la tête sous l'eau. Le 1er janvier 70 sort la performance live Band of Gypsys, et l'accueil critique n'est cette fois pas aussi tendre qu'avec le chef-d'œuvre Electric Ladyland. On lui reproche un affaiblissement, et Jimmy finira par regretter la sortie de cet album qui n'était pas vraiment prévu ni vraiment désiré, mais qui devait combler la demande des maisons de disques. À peine formé, le Band of Gypsys se dissout après un dernier concert éprouvant et peu satisfaisant, en plus d'avoir été inachevé. Ce jour-là, Jimmy n'a pas l'air présent. Il est déconnecté, il tient des propos incohérents, il insulte les gens. Après 2 morceaux mal exécutés, il quitte la scène, en laissant le soin à ses camarades de gérer la colère des fans. Le fiasco est total. Johnny Winter, l'un de ses amis présents au concert, dira de lui « C'est comme s'il était déjà mort ». Malgré cette spirale de tracas qui pèse sur lui, un rêve tient pourtant à cœur au jeune homme. Celui d'avoir son propre studio, un lieu où il pourrait explorer ces mondes de science-fiction et d'utopie qu'il voulait créer. Après être passé par le chaos de l'improvisation, il retombe dans une composition plus travaillée et en un temps record d'1 semaine, il enregistre un nouvel album et présente de nouveaux morceaux en live. Mais financer tout ce nouveau monde a un coût. Ça veut dire qu'il doit repartir en tournée, même si ça lui en coûte. Le public ne vient plus pour écouter sa musique. Ils viennent voir un spectacle comme on irait voir une bête de cirque. Malgré des performances incroyables comme celle de Copenhague, la plupart des concerts tournent au fiasco. La fatigue, la colère de ne pas pouvoir achever ses musiques l'amènent à quitter la scène sans aller jusqu'au bout. Quelque chose du blues vient hanter le jeune homme. Cette frontière floue entre la joie et la tristesse qui donne envie de tout et de rien. L'insatisfaction, la colère, le doute. Je ne suis pas sûr que j'atteindrai 28 ans. Je veux dire qu'au moment où musicalement je sentirai que je n'ai plus rien à donner, je ne serai plus de ce monde. Le 17 septembre est une journée un peu plus calme, ensoleillée et pleine de vie. Sa nouvelle compagne Monica Danman l'emmène faire quelques photos. Sur les images, il arbore toujours son sourire en coin, mais il a l'air hagard, un peu perdu. Ses yeux sont petits, épuisés. Pour un homme de 27 ans, il paraît en avoir 10 de plus, tant son visage est fatigué. Par le plus grand des hasards, dans un bus, il croise Devon Wilson, un des grands amours de sa vie, qui a été présente, peut-être trop étouffante. Ils se séparent, comme s'ils allaient bientôt se revoir. La soirée passe tranquillement, et la spirale commence doucement à ralentir. Il est temps de se coucher, et il prend quelques médicaments pour être sûr de trouver le repos. Jimmy part se coucher pour une nuit éternelle où le soleil ne se lèvera plus. On se demandait pour Robert Johnson si le diable était venu récupérer ce qui lui appartenait de droit. Être vidé de son génie et de son talent, et serait jusqu'à la corde pour tomber dans un engrenage mortel. C'est peut-être ça qui avait guidé la vie de Jimmy, et qui pourrait servir de guide au Club des 27.